Alors bonjour, je suis une étudiante un peu en arts plastiques et un peu en littérature. Et cette année, j'ai un mémoire de recherche à faire en littérature générale et comparée. Et le sujet porte sur la représentation du quotidien. Et donc à l'intérieur de cette représentation du quotidien, j'essaye en fait de décortiquer des mécanismes en lien avec le stéréotype et le cliché, qui sont résidus de la communication, de la publicité, de l'industrie télévisuelle, de télé-réalité, etc., etc. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, en fait, je suis plus portée sur les représentations stéréotypées féminines. Et donc, le prof, en fait, qui me suit pour ses recherches, m'a conseillé de lire un livre qui s'intitule Le pouvoir des liens faibles, donc qui est sous la direction de Alexandre Geffen et Sandra Laugier, qui a été publié par le CNRS Éditions en février 2020. Et donc c'est un peu une mine d'or en fait pour moi ce type en fait de publication, puisqu'il y a une vingtaine d'articles quand même de chercheurs qui se sont attelés au sujet des liens, du lien faible et du lien fort, qui peut découler aussi des liens faibles. Et donc pour cette première vidéo, en fait, j'aimerais parler de Nathalie Hennig, qui est une chercheuse qui, je l'avoue, m'intéresse beaucoup, de par ses sujets sur l'art contemporain, sur l'esthétique, la sociologie et la littérature. Et en fait, alors je vais vous lire mes notes. Donc Nathalie Hennig, elle a publié un article qui s'appelle Axiologie de la conjugalité, entre force des liens faibles et faiblesse des liens forts. Et donc Nathalie Hennig, en fait, elle parle des liens bien tracés du couple qui peuvent se croiser en 3 catégories. Donc selon elle, dans un premier temps, il y aurait une grille avec un degré de force. Dans un second temps, il y aurait une grille avec l'identité féminine. Et dans un troisième temps, il y aurait la grille des valeurs. Donc les valeurs, pour Nathalie Hennig, ce sont des représentations qui n'existent pas en soi. Donc c'est inventé par l'humain. Comme le présuppose donc le réalisme moral. Il n'y a pas d'illusion, comme le présuppose aussi la sociologie critique, qui tend à réduire les représentations aux fictions et les fictions aux illusions. Donc l'attachement, donc par exemple pour notre cas à nous, ça peut être tenir non-stop notre smartphone en fait dans la vie de tous les jours. Ce qui peut en fait refléter ou révéler plutôt donc oui la grandeur de cette chose et toute l'importance que nous pouvons lui accorder. Il y a la mesure qui, de par son prix, annonce une valeur concrète ou abstraite aussi, comme par exemple la paix. Il y a, dans un dernier temps, le jugement de valeur avec l'opinion donc du j'aime pas qu'on retrouve régulièrement. Surtout en ce moment avec la période du confinement, on est quand même beaucoup plus à être connectés. Donc l'opinion du j'aime pas que nous retrouvons dans les réseaux sociaux, qui pose la question sur ce qui mérite d'être questionné, comme par exemple l'authenticité ou le coût. Il y a la mise en œuvre de ces valeurs, donc qui sont évaluées via l'objet en question, le paramétrage du sujet évaluateur et de son contexte. Donc toute valeur est plus ou moins publique ou privée, en fonction des contextes. Donc cette valeur, elle peut être publiquement en fait revendicable, comme par exemple l'embauche d'un mannequin pour sa beauté, ou seulement exprimable en privé, comme par exemple la beauté du boulanger dans le coin de la rue. Voilà, qu'on peut trouver, mais qu'on va dire dans un cadre intime, pas public. Donc Nathalie Hennig, elle distingue au total 16 registres de valeurs, qu'elle ne va pas énumérer dans cet article, mais qu'on pourra sûrement voir dans d'autres publications. Donc il y a aussi le registre esthétique, en fait, qui prend beaucoup de valeur grâce à la beauté, l'art et l'attention à la forme. Donc, dans un second temps, l'article revient en fait sur une publication donc, de Nathalie Hennig qui s'intitule Les états de femmes. Et donc là, moi, je trouve ça vraiment très intéressant dans le sens où cette publication, donc, elle montre en fait différents personnages féminins dans les fictions du genre du roman. Donc là, on va du 18e jusqu'au 20e siècle quand même, avec 3 grandes catégories, donc avec le statut de fille, de vierge et encore dépendantes de leur famille.
Donc pour être plus précise, le premier type de femmes sont des épouses et des mères de famille qui échangent leur disponibilité sexuelle contre une garantie économique et juridique due au mariage. Tout en préservant leur statut social et permettent de le développer. Donc le second type de femmes, qui ont une vie sexuelle en dehors du cadre matrimonial, en étant en concubinage ou considérées comme des filles faciles, des femmes entretenues, vénales ou prostituées. Et enfin, le type tierce, donc de femmes, pour Nathalie Henich, qui renonce en fait à une vie sexuelle, mais qui possède une indépendance économique. Typiquement, donc ce sont les personnages des gouvernantes des romans victoriens qu'on peut retrouver. Donc il n'existe pas d'autre manière d'être une femme dans le monde, décrit tant par les romans et les pièces de théâtre jusqu'à la première moitié du XXe siècle. C'était il y a à peine 70 ans. Donc, si je fais le calcul, pour quelqu'un de ma génération, moi j'ai 26 ans, ma mère fait partie de ce modèle-là, et ma grand-mère, alors j'ai une de mes grand-mères qui tenait son café, qui faisait son business, mais j'ai une autre de mes grand-mères qui a été agricultrice et qui gérait ça avec son mari, mon grand-père. Elle fait pas partie de ce modèle-là. Bref. Donc, il n'existe pas d'autre manière, en fait, d'être une femme dans le monde, décrit tant donc, par les romans et les pièces de théâtre jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Donc c'est d'ailleurs à partir donc, de cette époque, aux alentours des années 1950, qu'apparaît une nouvelle catégorie de femmes, les non-liées. Donc celle dans laquelle on peut se catégoriser aujourd'hui. Donc ce quatrième type de femme rend possible la sexualité, l'indépendance économique et l'insertion sociale. Donc là actuellement on est dans ce modèle, celui qui a fait éclater le modèle traditionnel, d'où les crises de couple identitaires et de nerfs qui en découlent. Donc le personnage d'Emma dans Madame Bovary est catégorisé dans le second type de femme. Donc c'est-à-dire qu'elle est entretenue par son mari, envers qui franchement elle a pas l'air vraiment attachée. Emma, elle est mariée, elle est consentante en fait à l'adultère, donc c'est un lien basé sur le plaisir sexuel et éventuellement l'attachement sentimental. Donc là il y a deux registres de valeurs qui se mettent en place pour ce type de femme. Il y a l'aesthétique, donc ce sont les sensations, et l'affectif, qui provoquent en fait une relation inévitablement éphémère. Et donc ces 6 registres de valeurs qui sont aesthétiques, affectifs et économiques pour le premier type de femme lié exclusivement au mariage ou à la famille, et les registres juridiques, éthiques et réputationnels pour le second type de femmes qui ne sont pas dépendantes de leur famille ou mariage. En fait, c'est au siècle dernier que la femme non liée apparaît dans la fiction. Et dans le type de lien non lié, il y a l'état de la passion. Un peu comme si on saisissait en fait le lien comme un live plutôt que sur une durée. Donc paradoxalement, c'est le lien faible, donc pour Nathalie Henich, qui satisfait des plaisirs qui devient le lien le plus fort. Ce qui est assez paradoxal, mais c'est ce qui est vécu majoritairement actuellement, si je peux me permettre de dire ça. Le lien du couple marié, apparemment si fort, n'apparaît plus que comme un arrangement, forcément faible à la tâche amoureuse. D'où les comédies du remariage, donc super bien étudiées par Stanley Cavell dans À la recherche du bonheur, Hollywood et la comédie du remariage. Je pense que c'est à voir aussi, ça peut être intéressant aussi, et d'ailleurs de regarder des séries sur les remariages. Donc ce genre d'histoire où il y a une mise en scène de couples formés dans l'ordre traditionnel des états de femmes qui se retrouvent en fait délités sous le coup des profondes reconfigurations de l'identité féminine. Donc rappelons que cette reconfiguration de la place de la femme est apparue il y a 70 ans, de façon à recomposer sur le mode non plus de l'arrangement familial et mondain, mais sur le mode du libre choix individuel, dans lequel n'intervient que la valeur affective du sentiment et la valeur sexuelle du plaisir en fait. L'une et l'autre s'enrichissent mutuellement dans cette valeur d'authenticité du lien. Donc ce registre pur redéfinit les mises en scène du passage de l'ancien au nouvel ordre des états de femmes. Donc l'évolution du couple se dirige vers une diminution des registres de valeurs investis, en même temps que vers l'état de femmes non liées, donc les actuelles, et vers l'affaiblissement des liens dans le temps, même si le présent semble intensifier la relation du couple. Donc dans la conjugalité moderne, ou peut-être en fait tout simplement celle d'aujourd'hui, ce n'est plus la préservation du lien qui est privilégiée, mais son authenticité à travers la réduction des valeurs liées aux sentiments et à la sexualité. Donc le critère de la durée du lien, celui qui s'étend dans le temps et non dans l'éphémère, se couple avec, enfin moi c'est un mauvais jeu de mots, mais s'additionne avec l'individualisation plutôt qu'à des collectifs.
et à celui de la réciprocité. Maintenant, on peut être dans une relation où deux personnes s'aiment mutuellement plutôt qu'unilatéralement, comme avant les années 1950. Voilà pour cette première vidéo.